Mes chers collègues, nous reprenons nos travaux. Dans le prolongement de notre dernière audition de la fin de matinée, nous recevons maintenant les représentants du fonds Antin Infrastructure Partners, à savoir Monsieur Alain Rauscher et Madame Angelika Schroschling. J'espère l'avoir bien prononcé, je me suis entraîné avant. Vous êtes président directeur général et associé gérant d'Antin Infrastructure Partners. Je rappelle que nous avons auditionné au cours des 2 semaines écoulées les responsables opérationnels des 4 grands groupes privés français gestionnaires de crèches et que nous avons approfondi ces échanges en auditionnant les fondateurs de ces groupes. Il nous a semblé intéressant de rencontrer également les représentants de certains des fonds qui avaient investi dans le secteur. C'est le cas d'Antin Infrastructure Partners qui est présent depuis 2020 au capital de Babylou, société dont nous avons auditionné les fondateurs, messieurs Édouard et Rodolphe Karl, il y a tout juste une semaine. Nous comptons sur vous, madame, monsieur, pour nous exposer la logique qui a présidé à votre choix d'investir dans le secteur des crèches. Je vous propose de concentrer votre propos liminaire sur des éléments factuels, sachant que les questions de madame la rapporteure et des députés membres de la commission nourriront ensuite nos échanges. Je précise que l'audition est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et que l'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande. J'invite d'ores et déjà les collègues qui souhaiteront intervenir et poser des questions à la suite de la rapporteure à se manifester. Il me reste à vous rappeler, madame, monsieur, que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, madame et monsieur, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie et je vous cède tout de suite la parole pour votre propos liminaire. Monsieur Rauscher, allez-y. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, nous vous remercions de nous avoir conviés aujourd'hui dans le cadre de votre commission d'enquête sur le modèle économique et la qualité d'accueil des jeunes enfants dans les crèches. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, permettez-moi de nous présenter et de vous dire quelques mots sur Antin. Je m'appelle Alain Rauscher, je suis le cofondateur et président directeur général de la société. Je suis accompagné d'Angelika Schroschling, une principale associée gérante de notre société, qui supervise notamment nos investissements dans les infrastructures sociales. Antin est une société d'investissement française, cotée à la Bourse de Paris, qui est spécialisée dans l'investissement dans les infrastructures au sens large. Elle gère plus de 30 milliards d'euros d'actifs, ainsi que des participations dans une trentaine de sociétés représentant des dizaines de milliers d'emplois, répondant à des besoins essentiels des populations. Antin a vu le jour il y a 17 ans afin de répondre aux besoins d'infrastructures à l'échelle mondiale et notamment en Europe. Nous avons fait le constat que les fonds publics, à eux seuls, étaient insuffisants pour faire face aux besoins existants et futurs. Ainsi, nous avons pensé qu'une société d'investissement spécialisée dans ce domaine pourrait jouer un rôle utile en complément des États, des régions et des municipalités pour financer et développer à leur côté des infrastructures dans de nombreux secteurs. En quoi constitue notre métier ? Nous investissons l'argent de caisses de retraite, d'assureurs et d'autres investisseurs institutionnels dans des entreprises fournissant un service à la société dans le domaine des infrastructures. 20% de nos investisseurs sont français et les sociétés dans lesquelles nous investissons sont identifiées par nos équipes qui effectuent un travail approfondi de recherche et d'analyse avant que nous ne nous engagions. Chaque année, nous analysons des dizaines, même des centaines, à peu près 200 sociétés, mais nous n'investissons que dans 3 ou 4 d'entre elles. Celles qui offrent la plus grande qualité de service, une forte culture d'entreprise, et d'où nous pensons qu'elles ont les fondamentaux les plus solides et le meilleur potentiel de croissance et de développement et de création de valeur pour toutes les parties prenantes. Ce qui nous distingue des banques en tant que prêteurs, c'est que nous prenons un risque entrepreneurial dans les sociétés dans lesquelles nous investissons, généralement aux côtés de leurs dirigeants. Nous considérons que notre modèle économique est responsable et vertueux.
Le profit n'en est pas la seule finalité, mais la conséquence d'un service de qualité. On aura l'occasion de revenir sur ce point très important. Les bénéfices générés par l'entreprise sont généralement réinvestis pour renforcer et structurer l'entreprise, créer des emplois, attirer des talents, améliorer les contrôles et la qualité de service et promouvoir l'innovation et la formation des équipes. Nous intervenons dans 4 secteurs principaux: les infrastructures numériques, tours télécom, réseaux de fibres, centres de données, les infrastructures de transport, flotte ferroviaire, de locomotives ou de wagons, aires d'autoroute, gares, nous exploitons par exemple les 14 plus grandes gares italiennes, logistique maritime, bornes de rechargement de véhicules électriques. Les infrastructures d'énergie et environnementale, énergie renouvelable au premier chef, mais aussi réseaux intelligents d'énergie, réseaux de chaleur, opérateurs dans le secteur de l'eau. Et les infrastructures sociales, notamment dans les domaines des cliniques, de la psychiatrie, des diagnostics et des pharmacies. Bref, notre activité nous offre un formidable observatoire des grands sujets et des grandes tendances de la société. Alors pourquoi investir dans les crèches? Pourquoi investir dans Babylou? Pour nous, tout d'abord, les infrastructures ne sont pas seulement des grands équipements ou des technologies d'avenir. Ce sont aussi des entreprises qui apportent une solution à des besoins sociétaux essentiels en complément des acteurs publics à un niveau local, et les crèches répondent à cette définition. En effet, il existe un déficit structurel de places en crèche, estimé en France à plus de 200 000 places, et la puissance publique n'est pas en mesure d'y répondre seule. En soutenant Babylou, nous apportons à l'un des leaders du secteur en termes de qualité de service le capital pour continuer à grandir et à créer des places manquantes. C'est une grande fierté pour Antin de participer à cet effort aux côtés d'un personnel Babylou extraordinaire et dont nous sommes vraiment très fiers. Nous avons choisi d'investir dans Babylou en 2020 à un moment très difficile puisque à l'époque les crèches étaient quasiment vides, aux côtés de certains des actionnaires historiques et des fondateurs du groupe, après une étude approfondie du marché des crèches que nous avons probablement commencé 3-4 ans avant cette date d'investissement. Parce que nous avons considéré que la société Babylou était une référence dans son domaine, avec des équipes remarquables, passionnées par l'éveil et l'éducation des jeunes enfants, un projet pédagogique innovant, une attention prioritaire à la qualité avec son propre label baptisé ELSA. Nous étions également alignés sur ces orientations stratégiques et sur une culture d'entreprise axée sur l'excellence et l'ambition. Nous avons pris une part majoritaire du capital de Babylou en rachetant par fonds propres les parts de certains actionnaires historiques, investissement qui a été accru par 2 fois après pour apporter davantage de fonds propres pour financer davantage la croissance. Comme la question nous a été posée, il me paraît important de préciser notre rôle. Nous jouons scrupuleusement un rôle d'actionnaire actif, d'actionnaire capable d'un dialogue avec le management, mais nous restons à notre place, nous ne sommes pas un gestionnaire de fait. Et les responsabilités opérationnelles dans la société sont exercées par le management en fonction de ses qualités. Donc en tant qu'actionnaire, nous validons la stratégie proposée par le management, nous exerçons un droit de regard sur l'activité économique de la société et nous veillons à ce que Babylou mette en œuvre son plan d'action, visant notamment à concilier performance économique, qualité de services et engagements sociaux et sociétaux. La gestion au quotidien de l'entreprise et les décisions opérationnelles sont l'apanage exclusif de la direction générale que vous avez précédemment auditionnée. Sous notre égide, Babylou n'a pas versé 1 centime de dividende à Antin et à ses actionnaires. Tous les profits ont été réinvestis dans l'amélioration des conditions de travail, la revalorisation des professionnels des crèches, la professionnalisation de l'équipe en charge de la qualité et l'ouverture de 1600 places de crèches depuis 2020. Babylou a été également le premier parmi les principaux acteurs du secteur à devenir en 2022 une entreprise à mission. On y reviendra, je pense que vous aurez des questions sur ce point-là.
Le développement de Babylou à l'international, fondé sur l'expertise française dans ce domaine de la petite enfance et sur la culture de la qualité, est une fierté pour nous et participe au rayonnement de la France. Comme je pense plusieurs intervenants vous l'ont dit, le modèle français de la petite enfance est étudié, regardé, analysé de très près par tous nos voisins et il reste une référence. Nous pensons que cette commission d'enquête peut contribuer à apporter des réponses concrètes pour l'ensemble des intervenants du secteur. Nous sommes prêts, pour notre part, à travailler main dans la main avec les acteurs de la petite enfance et à soutenir des initiatives qui contribueraient, par exemple, à revaloriser les métiers de la petite enfance, à améliorer les taux d'encadrement, à renforcer les contrôles, à travailler à une charte de qualité pour l'ensemble du secteur. Voilà ce que je tenais à vous dire en introduction et nous sommes maintenant heureux de répondre à vos questions. Merci pour ce propos liminaire. Moi, j'ai, avant de céder la parole à Madame la rapporteure, des questions préliminaires pour bien préciser vos fonctions, votre rôle dans la gouvernance. Vous êtes donc au capital de Babylou. De ce que j'ai compris, il y a eu plusieurs étapes. Et que, donc, quel est le poids dans le capital de Babylou et quel est votre rôle, comment vous êtes présent, comment vous êtes représenté dans des instances de Babylou, AG, CAA, Conseil stratégique. Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est l'associé gérant que vous avez sollicité pour vous accompagner? Et quelles sont vos attentes, puisque vous n'êtes pas dans l'opérationnel, mais vous voulez, pour reprendre les termes, de la performance, de la qualité de service, enfin il y a un certain nombre d'attendus, donc j'imagine qu'il y a d'une certaine manière une forme d'objectif fixé en tant qu'actionnaire et des attendus. Et ma dernière question, c'est sur votre horizon temporel. Vous êtes là depuis 2020. Quelles sont vos intentions? C'est-à-dire, vous êtes là pour combien d'années? 4 ans, ce serait cette année, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Quel est le terrain d'atterrissage souhaité? Vous êtes arrivé à un moment où il y avait une crise sanitaire, où l'activité était donc un peu contrecarrée d'une certaine manière, et aujourd'hui on est dans un contexte compliqué où on va re-questionner, enfin, je l'espère, le modèle, les modèles avec toutes les missions. Est-ce que ça change vos intentions temporelles et vos intentions en termes d'objectifs? Monsieur Rocher, très bien. Allez-y. Alors, nous avons donc fait un investissement initial dans la société qui se montait à 470 millions d'euros. Et nous avons pris à cette occasion une participation de 52% du capital. Et nous avons ensuite augmenté cet investissement en fonds propres, j'insiste, de 120 millions d'euros, ce qui a porté notre participation totale à 57% du capital pour un montant investi de 590 millions d'euros. Ça, c'est pour l'aspect investissement. Pour la gouvernance, je vais peut-être laisser Angelica présenter son rôle, puisque moi, je ne suis pas administrateur de la société, mais Angelica l'est. Il y a des droits de vote. Vous parlez 52% du capital. On a les mêmes droits de vote. On a les mêmes droits de vote. Les mêmes droits de vote. On n'a pas de vote préférentiel. On a le même pourcentage de droits de vote que de part au capital. Donc vous avez 52%. C'est ça. Des droits de 57, vote. 57%. 57%. Oui. Madame Schauchling. Il faut que Monsieur Rocher... allez-y. Oh là, on arrive. Alors déjà, merci pour ces questions. Je m'excuse tout de suite. Le français n'est pas ma langue maternelle, alors que je suis française de cœur maintenant, après 13 ans dans le pays. Mais si jamais je ne m'exprime pas d'une façon compréhensible, n'hésitez pas à m'interrompre. Vous-même, si à un moment il y a des inexactitudes de termes, vous avez l'obligation, dans les heures qui suivent, de rectifier auprès de Madame la rapporteure s'il y avait des choses qui ne correspondaient pas à la vérité.
Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Donc, le rôle de gouvernance, comme Monsieur Rocher l'a pu évoquer, nous avons le rôle d'actionnaire majoritaire avec 57% du capital et des droits de vote aujourd'hui. Nous sommes présentés avec 3 membres du conseil de surveillance côté Antin. Et nous sommes également représentés dans un comité d'investissement. Peut-être juste pour clarifier, tout ce qui est la gestion opérationnelle de la société, c'est avec la direction de Babilo que vous avez déjà enquêté. Les intentions temporelles, Monsieur Roche? Alors, vous avez très justement rapporté le fait que nous sommes rentrés à un moment très difficile dans la vie de la société. Notre horizon temporel d'investissement est de l'ordre, je dirais, de 7 à 10 ans. Ça peut monter jusqu'à 12 ans, dans des cas particuliers. Mais là, pour Babylou? Alors, ça, c'est notre intérêt général, notre horizon temporel qu'on définit dans ce qu'on appelle nos comités d'investissement de la société de gestion Antin. Et on apprend ensuite une vue, société par société, en fonction du potentiel de création de valeur et donc de développement de la société. Je dirais que dans le cas de Babylou, comme vous le savez, exerce une activité très internationale dans 12 pays différents. La France est le plus gros pays et compte à peu près pour 40% de son activité. La Hollande est très importante également, avec plus de 20%. L'Allemagne, pas loin de 10%. Donc il y a un grand potentiel de croissance dans quelques grands pays, et parmi les 12, plus particulièrement des pays très proches, qui sont effectivement la Hollande, l'Allemagne, pour ne pas les nommer. Donc on n'est pas pressé du tout. L'idée pour nous, c'est de choisir le moment de vente quand on pense que notre travail a été largement fait. Et je m'explique. Une des choses que l'on peut apporter, c'est effectivement une structuration, alors qui franchement avait déjà été très engagée par l'actionnariat précédent et par les fondateurs, mais une structuration de tous les processus d'investissement, de suivi, de contrôle, de supervision des investissements et de mesures économiques. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui nous tiennent à cœur, puisque en fait, on est une société, on était un des premiers dans notre secteur d'activité à signer la charte de l'investissement socialement responsable des Nations Unies. Ça, c'était en 2007 ou 2008, je crois, 2008, 2009. Donc, on est très impliqué dans ce qu'on appelle le PRI ou l'ESG. Et donc tout naturellement, on a été amené à mettre en place un agenda qui était déjà largement engagé, mais qu'on a renforcé, et j'en dirai peut-être quelques mots sur tous ces aspects-là. C'est beaucoup plus long que les fonds habituels, 12 ans. Non, c'est 10 ans. On a un fonds de durée de vie qui est 10 ans, plus 2 fois 1 an, donc c'est 2 ans, 10 ans, plus 2 fois 1 an possible. Donc c'est tout à fait usuel. Mais on ne cherche pas à rester nécessairement 12 ans. Hein. Et pour Babylou, vous cherchez quoi? Non, Babylou est une société qui est très intéressante. Elle a un développement qui, je crois, est très important. D'abord, elle a une très bonne base, très bonne équipe de management. On a la chance d'avoir les deux fondateurs qui sont toujours actionnaires et coprésidents du conseil de surveillance. Ce sont des gens de grande qualité, des entrepreneurs comme nous. Et on a une très grande confiance mutuelle. Deuxièmement, il y a un potentiel de croissance en France, je l'ai dit, concernant les crèches. Il faut savoir qu'aujourd'hui, enfin vous le savez certainement mieux que moi, sur les 200 000 places de crèches, le privé va jouer un rôle considérable. Bon. Notre estimation, c'est que probablement quelque chose de l'ordre de 80% de ces ouvertures vont être réalisées par des opérateurs privés. Pourquoi? Pour des raisons très profondes. D'abord, il y a des groupes, vous avez parlé de 4 grands groupes, qui sont des groupes structurés, qui sont bien capitalisés et donc qui peuvent constituer des plateformes pour développer l'activité de façon très professionnelle. Ce qui n'était pas le cas, bien sûr, il y a 15 ans où les groupes étaient beaucoup plus petits et manquaient de moyens. La deuxième chose, c'est qu'il y a une évolution importante où de plus en plus d'entités publiques, que ce soit des municipalités, mais aussi des administrations, sont réservataires de places de crèches dans des crèches publiques. C'est effectivement beaucoup plus facile
que de créer une structure, de créer les murs, de faire les investissements, de recruter les personnes pour des durées très longues. D'ailleurs, je prends un exemple très simple, c'est que si je ne me trompe pas, cette noble maison n'est malheureusement pas cliente, réservataire des crèches Babylou, mais d'un confrère pour son personnel. Oui, on a entendu parler dans les auditions. Madame la rapporteure, et il faut que vous éteigniez votre micro. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous pour éclairer les travaux que nous menons sur la qualité d'accueil et le modèle économique des crèches. Et c'est tout particulièrement intéressant de vous avoir dans la mesure où non seulement vous avez investi dans le secteur des crèches en entrant au capital de Babylou, mais que nous vous recevons en tant qu'actionnaire majoritaire et que donc votre rôle et votre influence sur le cours de cette entreprise est encore d'une autre nature à ce titre-là. Alors, moi, mes premières questions... elles sont vraiment sur le fait du choix de participer, de prendre part au capital d'une entreprise dans le secteur de la petite enfance. Vous l'avez dit, vous le faites à un moment en plus qui est particulièrement critique, puisque c'est la période de la crise sanitaire, la période du Covid, et donc une véritable période d'incertitude. Et puis, par ailleurs, on s'inscrit quand même dans un contexte, en tout cas, les différents dirigeants de groupes de crèches que nous avons reçus jusqu'à présent nous ont tous bien affirmé que c'était un secteur qui était faiblement rémunérateur, avec des coûts qui sont en constante augmentation, qui sont avec donc un secteur qui est quand même assez impacté par l'inflation qu'on a pu connaître l'année dernière, et puis avec un secteur de pénurie de personnel. Alors ma question, elle est assez simple. C'est pourquoi vous avez fait le choix d'investir dans ce domaine aussi difficile. Il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est votre première participation dans le secteur de la petite enfance. Donc pourquoi avoir fait ce choix-là? Pourquoi l'avoir fait à ce moment-là? Et comment vous avez pris cette décision? Est-ce que vous l'avez, je crois, effleuré à l'occasion de vos propos liminaires? Vous avez parlé d'une étude durant plusieurs années. Voilà, est-ce que vous pouvez nous détailler le processus? Est-ce que ce sont les propriétaires qui sont venus vous chercher pour financer la croissance du groupe? Est-ce que des intermédiaires sont intervenus? Est-ce que vous avez pris vous-même la décision seule? Voilà. Monsieur Rocher, vous avez la parole pour répondre aux questions. Merci Madame la rapporteure. J'espère que votre question n'est pas de dire pourquoi avez-vous été assez fou pour investir dans le secteur des crèches, parce qu'au contraire, nous avons de très fortes attentes et nous sentons une très grande responsabilité pour que notre investissement soit fructueux d'une part pour nous et nos investisseurs, et aussi pour les besoins de la société. Alors, bon, tout d'abord, comment sommes-nous arrivés dans ce secteur? On essaye toujours de réfléchir très très en amont dans ce qu'on appelle des comités d'investissement techniques, c'est un jargon, où on réfléchit sur des grandes thématiques. En l'occurrence, si je reprends quelques-unes qui structurent nos investissements, il y en a une qui est le vieillissement de la population. Une autre qui va être le besoin de plus en plus exponentiel, je dirais, d'accès aux données. Donc là, c'est data center, fibre, etc., etc. Voilà. Et donc il nous est apparu, on essaye toujours de trouver un thème sociétal. Il y a le changement climatique évidemment, avec des thèmes par exemple des véhicules à rechargement électrique, avec les énergies renouvelables, les smart grids, etc. Donc on a toutes sortes de problématiques très, très générales, très macro, qui nous intéressent et sur lesquelles on essaie ensuite de repérer des secteurs dans lesquels on peut mettre un coup de projecteur et donc choisir d'investir. On le fait de façon très prudente. Généralement, on met 2-3 ans. On a même mis pour les fibres, on a mis 7 ans avant de faire notre premier investissement dans les fibres. Et on est maintenant un des 2 plus gros fibreurs européens privés. Donc, pour vous dire à quel point on est des gens très prudents. Alors, les crèches. Bon, le besoin sociétal que nous avons identifié est très simple. C'est l'employabilité des femmes. C'est aussi simple que ça. Bon,
les crèches remplissent un besoin. Alors, j'étais d'ailleurs, pour tout vous dire, un petit peu perturbé par l'intitulé de cette mission, parce qu'on parle d'accueil de la petite enfance. Certes, vous accueillez des enfants, mais on est en train de parler d'éducation pour les 1000 premiers jours de la vie des enfants, éducation qui, il y a 30 ou 40 ou 50 ans, était assumée généralement par les mères ou par les familles. Donc on est en train, là, dans une émission qui pour nous est un thème sociétal très important, et notre analyse a consisté à se dire, voilà, on est des gens qui avons des valeurs, je sais que d'autres l'ont dit ici, mais c'est vrai, on a des valeurs très humanistes, et ce secteur est un secteur qui a un besoin considérable. Participons-en. Maintenant, la question est, est-ce qu'on peut le faire de façon économique? Bon. Alors, dans ces questions-là, il y a toujours, si vous voulez, une appréciation que nous devons faire sur le modèle économique et sur les risques qui sont liés à l'investissement spécifique dans les crèches. Bon, le vrai risque, c'est est-ce qu'il y a un risque de renationaliser ou de municipaliser, si vous voulez, toutes les crèches? On a tout, les opérateurs privés ne sont plus bienvenus, on coupe toutes les subventions, on coupe tout. Voilà. Bon, ça, c'est une première approche. Deuxièmement, est-ce qu'on va être capable de recruter des personnels qui vont permettre effectivement d'assurer la qualité? Nous pensons, pour ce qui nous concerne, que le travail qui est fait par les opérateurs, je ne parle pas uniquement de Babylou, mais en général, est un travail remarquable. Remarquable de dévouement, d'abnégation, parce que c'est compliqué d'être au contact de très jeunes enfants. Bon, mais il y a un problème de déficit de personnes qui, d'ailleurs, entre autres raisons, bloquent le développement de cette activité. Donc on est sur une tendance qui est sociétale très très puissante. On a un modèle qui est un modèle mixte. Le modèle mixte, d'ailleurs, c'est une des caractéristiques françaises qui, je pense, est une très bonne chose. Et c'est une des raisons pour laquelle ce modèle est copié un peu partout. On l'a d'ailleurs dans la santé, avec les cliniques, hôpitaux. On l'a également dans l'éducation, avec les écoles publiques et puis les écoles privées. Donc c'est une caractéristique française. C'est un modèle qui est très puissant et qui permet en fait d'utiliser les capitaux privés comme levier pour répondre à des besoins sociétaux. Donc, fort de cette analyse-là, nous avons décidé d'investir. Alors, on a un portefeuille international qui est important, plus de la majorité du chiffre d'affaires de Babylou. Et en fait, on a dans chaque pays des situations sociétales différentes. La beauté du système français, c'est qu'il permet d'offrir des places en crèche à toute la population, que ce soit des populations modestes à des populations qui sont moins modestes, des personnes qui sont sous le seuil de la pauvreté. On offre tout un panel de prestations. Dans beaucoup de pays étrangers, c'est pas, le coût de la crèche, de la place, il est le même qu'en France. S'il n'y a pas de subvention, s'il n'y a pas, je ne vais pas entendre le détail, mais vous savez très bien de je veux pas, eh bien, les crèches sont réservées pour des personnes qui sont très privilégiées. Donc voilà un peu ma question. Donc on a analysé, on s'est dit, est-ce que le modèle français est solide? Je suis très confiant personnellement en tant que citoyen que ce modèle sera défendu parce que c'est un bon modèle. Madame la rapporteure, essayez, hein, Monsieur Rochat, de faire des réponses concises de manière à ce qu'on puisse avoir le maximum de questions et de réponses. Allez-y, Madame. Par ailleurs, je ne crois pas que vous m'ayez répondu sur la façon dont à un moment vous êtes... donc ou alors c'est moi qui n'ai pas bien compris. Mais donc... Qui a rencontré qui? Qui a rencontré qui? Comment ça s'est passé concrètement? J'ai bien compris l'intérêt qu'avait pour vous et le secteur et cette entreprise, mais concrètement, comment ça s'est passé? Oui, Monsieur Rochat, c'est pour ça que je vous disais, essayez d'aller droit au but, même si peut-être que vous soutenez le Racing Club de Strasbourg, là où vous êtes originaire, mais... D'accord, je fais attention à ce que je dis. D'accord. Voilà. Alors, non, en fait, si vous voulez, une fois qu'on a identifié des secteurs, on rencontre tous les participants du secteur. C'est pas très original et on est extrêmement systématique dans notre approche, que ce soit des intervenants en français, des intervenants aux États-Unis, des intervenants en Europe. On est très rapidement tombé, je dirais. Tomber d'accord sur les principales valeurs avec les frères Karl. Mais c'est eux qui vous ont contacté aussi? Enfin, je veux pas être... Vous savez, on a...
contacte qui. Je pense qu'on se parle à travers des intermédiaires, des banquiers d'affaires. Enfin, je ne sais plus qui a fait la première approche là, franchement. C'est nous. C'est nous, voilà, c'est nous. Mais merci, Madame Chauch, pour la réponse. Voilà. Mais c'est comment vous dire, c'est un travail qu'on fait. Quand je dis qu'on regarde à peu près 200 sociétés par an pour faire 3-4 investissements, on rencontre les managements dans la plupart des cas. Et pour la plupart des cas, donc on est dans si vous voulez, on est dans un écosystème qui fait qu'on rencontre très facilement des gens. Et puis après, on a des affinités ou avec l'activité ou les personnes ou pas. Madame la rapporteure. Merci pour cette réponse. Alors, j'avais encore 2 gros blocs de questions. Vous l'avez dit, actionnaire majoritaire et majoritaire en droit de vote au sein de Babylou. Et d'ailleurs, dans vos propos introductifs, on a bien entendu, je pense, on a pu noter une différence avec, par exemple, l'audition qu'on avait ce matin, où nous recevions un fonds qui est minoritaire en droit de vote. Et vous avez dit à plusieurs reprises que vous aviez de très fortes attentes, que vous veillez à mettre en œuvre, vous veillez à ce que Babylou mette en œuvre son plan d'action, etc. Alors ma question, c'est concrètement comment cela se matérialise et dans la mesure où vous avez des objectifs de développement et des objectifs de croissance et qu'on est sur un secteur où on a pu constater au regard des différents rapports qui ont été rendus, mais également des ouvrages qui ont été publiés en septembre dernier, etc., qui avaient de vraies difficultés liées à la qualité d'accueil. Comment vous, concrètement, dans l'exercice des droits qui sont les vôtres en tant qu'actionnaire majoritaire, vous appréhendez ce double enjeu? Et en particulier, est-ce que vous posez un certain nombre d'exigences en termes de maîtrise des coûts? On a eu des éléments d'information, vous le savez, autour de la question de la maîtrise des consommables au sein des crèches. Est-ce que vous avez été à un moment amené à vous exprimer sur ce sujet-là et comment vous l'appréhendez? Et de façon plus générale, comment vous appréhendez ces 2 enjeux dont on pourrait considérer, mais ce n'est pas forcément le cas, dont on pourrait considérer qui sont contradictoires, qui est d'un côté, on doit investir pour assurer la croissance du groupe et donc permettre la rentabilité de l'investissement en tant qu'investisseur, c'est tout à fait entendable. Et de l'autre côté, s'assurer que les moyens sont mis de façon suffisamment importante sur la question de la qualité d'accueil. Monsieur Raucher. Alors, merci Madame la rapporteure. Alors tout d'abord, soyons extrêmement clairs. Nous sommes majoritaires, ça veut dire que nous avons des relations évidemment privilégiées avec le management qui fait son métier. On est là pour effectivement, ils nous proposent un plan d'action. C'est pas nous qui proposons un plan, c'est eux qui le proposent. Et si on pense par exemple ce plan n'est pas adapté, on leur dit, puisqu'on est amené à voter avec nos autres actionnaires sur ce plan. Si par contre on pense qu'il pourrait être davantage ciblé sur tel et tel point, on fait aussi entendre ça. Puis après, il y a un dialogue. Mais fondamentalement, on joue notre rôle d'actionnaire et d'administrateur et je dirais rien de plus. Les choses qu'on apporte, ce sont des choses, je vais en citer quelques exemples. La première d'abord, c'est des moyens financiers, parce qu'on est fondamentalement des financiers. Donc on apporte de l'argent pour financer une croissance. Donc on a parlé de 1600 places supplémentaires depuis 2020. Et depuis 2020. Deuxièmement, il nous a paru important, parce que nous avons une politique ESG qui est très volontariste, de suggérer, de proposer que Babylou devienne une entreprise à mission. Bon, alors, ça nous semblait complètement évident, je dirais. Je sais que plusieurs autres de nos confrères de Babylou, réfléchissent en ce moment à la même évolution. Mais pour moi, c'est important. Et d'ailleurs, ça revient un petit peu au titre de la commission, l'accueil des jeunes enfants.
Pour nous, oui, mais pour nous, la vraie question, c'est l'éducation. C'est l'éducation, parce qu'effectivement, la mission, et on l'inscrit parmi les missions principales, c'est une pédagogie, et une pédagogie pour les enfants, mais aussi une pédagogie en soutien de la parentalité. Parce que, évidemment, vous savez comme moi qu'il y a des familles qui ont besoin d'être aidées. Donc ça fait partie des choses qu'on apporte dans des choses. Et donc, très concrètement, parce que à travers la question sur les grandes attentes, vos attentes concrètes, c'est sur l'éducation ou sur une rentabilité de placement? La première chose d'abord, c'est que nous voyons, il faut que la société soit sur des fondements très sains, c'est-à-dire qu'elle ait un fonctionnement qui est aussi parfait que possible, avec un souci de la qualité qui est au cœur de ces pratiques, le souci de l'enfant qui est au cœur des pratiques éducatives. C'est ça, parce qu'on ne peut rien construire. On ne peut rien construire si on n'a pas ce socle de qualité. Je ne crois pas une seconde qu'on puisse développer un groupe, quelle que soit l'activité d'ailleurs, mais en particulier sur la petite enfance, si vous n'avez pas un service des enfants et un projet pédagogique qui est solide. Ça part de là. Et ça serait d'ailleurs un très mauvais investissement pour nous que de prendre le risque de mettre ça en cause. Alors, vous parliez tout à l'heure, Madame la rapporteure, de consommables, les couches, les pots. Enfin, c'est surréaliste de penser que des enfants ne soient pas proprement changés et proprement nourris. Et là, je ne saurais trop dire que si vous avez conscience de situations particulières, c'est de ces situations qui sont des manquements, qui sont graves, parce que franchement, on parle de l'éducation d'enfants qui sont très très vulnérables. Donc pour nous, c'est fondamental. D'abord, on construit, et on ne part pas de zéro. On avait, en l'occurrence, une société très très bien gérée, mais on est très soucieux, effectivement, de faire ça. Il y a une chose importante qu'on a mise aussi en place, en dialogue avec nos actionnaires et bien sûr le soutien complet de la gestion, c'est une procédure de remontée d'informations d'incidents que nous avons renforcés. Alors, il y a bien sûr des incidents qui peuvent intervenir dans les crèches. Dieu merci, ils sont rares, mais ça peut arriver. Il est très important qu'on puisse agir le plus rapidement possible. Mais ce que vous savez sans doute, c'est que plus de 98% des cas de maltraitance d'enfants sont dans les milieux familiaux. Donc, l'idée, c'est le personnel voit des enfants, reçoit les enfants, s'il voit des marques, voilà, il y a un système d'alerte, de procédure qui est mis en place. Et ça, on est très fiers d'avoir contribué à renforcer ce processus-là. Pour la fonction qualité, vous avez beaucoup entendu parler de qualité depuis le début des auditions. On a, nous aussi, un engagement qui est très fort. Ça s'est traduit par la création d'un nouveau poste au sein du comité exécutif, qui est un vice-président éducation, qualité et développement durable, et d'un directeur de la qualité. Voilà, donc ça fait partie des initiatives que nous pouvons prendre. C'est le socle. Il faut que l'enfant soit parfaitement servi avant de faire autre chose. Et après, la croissance, elle peut se dérouler. Mais d'abord, le socle, le service de l'enfant. Madame la rapporteure. Alors, vous savez, juste pour que vous recadrez, vous redonnez quelques éléments, c'est peut-être surréaliste de constater, de parler en tout cas d'enfants qui ne sont pas suffisamment nourris ou pas suffisamment régulièrement changés. Malheureusement, c'est ce qu'on a pu lire dans ces ouvrages. C'est également ce qu'on peut constater, non pas de façon généralisée, hein, c'est pas du tout là mon propos, mais on a forcé de constater que ça peut arriver et que ça n'est pas non plus complètement anecdotique. Et que donc c'est incontestablement un problème. Et je vous ai posé cette question sur les consommables. J'aurais pu aussi vous poser la question sur le fait que moi, ça m'interroge quand je constate que les personnels qui sont dans les crèches, les auxiliaires de puériculture, les éducatrices de jeunes enfants ont les salaires qu'elles ont aujourd'hui, qui sont relativement faibles. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, avec des problèmes d'attractivité
donc des conséquences directes sur la croissance des différents groupes de crèches, et à contrario, des rémunérations pour les commerciaux qui commercialisent des berceaux qui sont beaucoup plus conséquentes. Et donc, si vous voulez, quand on parle de la qualité d'accueil, c'est ce qui nous intéresse. Et soyez certains que nous avons reçu un certain nombre d'experts sur la question de la qualité d'accueil. Nous sommes tous convaincus qu'il doit y avoir un changement de paradigme entre une approche de garde d'enfants qu'on a pu connaître à une époque et aujourd'hui une approche qui doit être celle de mettre à profit une période ultra stratégique dans le développement de l'enfant et de l'adulte en devenir. Donc là-dessus, on en est tout à fait convaincu. Mais moi, je m'interroge quant au fait que c'est pas forcément là que les moyens vont de la façon la plus directe. Et ma question, clairement, c'est celle de dire comment ce double impératif, donc celui de la qualité, celui de la croissance, se matérialise dans la façon dont vous exercez votre rôle d'actionnaire majoritaire. Et puis, ma dernière question, ça sera celle relative à l'évolution de la réglementation. On est, vous l'avez dit, sur un secteur qui est un service public, qui fait l'objet d'un cadre juridique qui est établi par la puissance publique. Et en fait, en gros, on peut dire c'est les règles du jeu dans lesquelles les acteurs, qu'ils soient publics, associatifs ou privés lucratifs, évoluent. Et donc ma question, et donc je comprends bien que le cadre législatif ou réglementaire qui s'applique intéresse tout particulièrement les acteurs du secteur, c'est bien normal. Et donc ma question, c'est celle de dire comment vous, depuis que vous êtes actionnaire majoritaire de Babylou, vous avez éventuellement pu avoir des contacts avec différents personnes ou représentants politiques, qu'il s'agisse de parlementaires, de responsables gouvernementaux, ou même, parce que je pense que ça n'est pas neutre du tout, de responsables locaux. Je pense que notamment dans la construction demain des schémas de développement de la petite enfance au niveau communal, la question de la croissance d'un groupe comme le vôtre va être aussi corrélée aux besoins qui auront été définis par les communes. Et donc, quel niveau de relation vous avez de façon officielle ou officieuse avec ces différents responsables politiques? Merci. Monsieur Raucher. Merci Madame la rapporteure. Alors tout d'abord, en ce qui nous concerne, zéro tolérance avec la maltraitance, zéro tolérance avec, je dirais, le manque de nourriture, de couches. Zéro Parlez tolérance. plus proche du micro. Excusez-moi. Voilà, donc c'est une position de principe. On y est position que nous partageons avec les fondateurs. Et je peux vous assurer qu'on fait extrêmement attention à ce qu'il y ait, alors, que tout se passe le mieux possible. On ne peut jamais, le risque zéro n'existe pas. Il peut toujours y avoir un comportement individuel qu'on n'a pas réussi à avoir. Ce qui importe, c'est de pouvoir le corriger très très vite s'il intervient et prendre des décisions, je dirais, radicales. Pour les salaires, alors les rémunérations, Angelica me rappelait qu'en Allemagne, le choix a été fait que les rémunérations soient le double de celles de la France. C'est un choix politique. Vous connaissez les marges avec lesquelles nous opérons. Globalement, on a des marges d'exploitation qui sont entre 2, 3, 4, 5% pour simplifier. Je crois que dans notre cas, on est à 3%. 3,3% selon les taux. Donc, le principal poste est un poste de salaire. C'est une question de décision politique. C'est aussi simple que ça. Parce qu'évidemment, on ne peut pas, nous, avec une marge si faible, alors que le principal coût et les charges de personnel, y faire face. Donc, c'est une décision purement politique. Deuxièmement, les salaires dont vous parlez. Alors, les salaires dont vous parlez pour la commercialisation. Alors, je pense que là-dessus, ce n'est pas totalement exact. C'est que le fait que des commerciaux puissent gagner plus qu'une puéricultrice, c'est possible, comme un directeur financier gagne plus que quelqu'un dans une usine, je ne sais pas quoi, d'automobile.
Mais fondamentalement, la masse de coûts qui est liée à ce qu'on appelle la commercialisation, c'est en fait toute la gestion des relations avec les tiers réservataires au sens large. Et en fait, ce sont des équipes. Ce n'est pas simplement quelques personnes qui vont faire ces décisions, c'est des équipes très importantes et ça représente des coûts importants. Dans le cadre de Babylou, à peu près la moitié du chiffre d'affaires est effectué avec des tiers réservataires. Et parmi ces tiers réservataires, comment ? Si, c'est ça, c'est 46%. Si vous voulez compléter tout à l'heure au micro, Mme Schöchling, vous pourrez, mais allez-y, Monsieur Rochard. Donc, je voulais dire ce point, c'est que ce n'est pas des gros salaires qui représentent une masse considérable par rapport à des gens qui sont Parlez plus près du micro, s'il vous plaît. Qui sont moins bien, qui sont moins bien payés. Il y a une base de coûts qui est liée au traitement en fait, de très grandes relations avec des tiers réservataires. Leur réglementation, les changements réglementaires et l'influence. Alors là-dessus, nous, on est comme tout investisseur à long terme, on est très soucieux que de la stabilité, de la lisibilité et de la prédictibilité d'un cadre réglementaire. La chose qu'on ne peut pas faire, avec laquelle on fait mal, c'est quand un cadre réglementaire change. Et ce n'est pas uniquement lié à la petite enfance, c'est un phénomène général. Je prends un exemple par exemple, qui est l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable a eu un cadre français qui a pas mal changé. Il en résulte que la France est très en retrait dans son développement par rapport à des pays, à des pays comparables. Bon, donc la stabilité d'un cadre est important. Je dirais qu'en plus, dans le cadre de la petite enfance, le cadre français est perçu comme un modèle par la plupart des pays européens. Donc, avant de le casser, je pense qu'il faut réfléchir. Excusez-moi, je crois que vous m'apprenez. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à deux fois. Alors, l'influence, les contacts, enfin, nous, à ma connaissance, vous êtes la première entité publique à qui on a des contacts. Maintenant, on est ravis quand on nous invite de venir, mais on ne fait pas d'influence, d'avis d'influence, de lobbying, ce n'est pas du tout notre mode de fonctionnement. Madame la rapporteure, je passe la parole à Monsieur William Martinet pour le groupe de la France Insoumise. Merci Monsieur le Président. Madame, Monsieur, merci de vous être présenté à cette audition. Je crois qu'elle était importante et attendue. Alors moi j'ai bien sûr plusieurs questions, mais la première d'entre elles consistera à vous partager un certain vertige qui me saisit avec cette audition. Parce que vous savez, depuis un peu plus d'1 an que je travaille sur le sujet des crèches privées lucratives, notamment en demandant cette commission d'enquête. Le point de départ de mon travail a été, vous vous en doutez, le terrain. J'ai discuté avec des professionnels qui travaillent dans les crèches privées, notamment Babylou, dont vous êtes actionnaire. Et donc, je discutais avec, par exemple, des professionnels auxiliaires de puériculture qui travaillent au SMIC, pour un métier qui est difficile, parce que comme vous le savez, les métiers de la petite enfance sont des métiers avec une pénibilité importante, et des professionnels qui me disaient que non seulement le métier était pénible, mais qu'il y avait une deuxième pénibilité, c'est que souvent elles considéraient que le cadre dans lequel elles exerçaient leur métier ne leur permettait pas de prendre bien soin des enfants. Voilà, c'est un peu la double peine pour elles, d'une certaine façon. Et partant de là, eh ben alors on tire le fil de qui sont les employeurs de ces auxiliaires de puériculture, qui sont les crèches, qui sont les gestionnaires de crèches, qui sont les grands groupes à qui appartiennent les crèches, qui sont les actionnaires de ces grands groupes, qui sont les fonds d'investissement qui sont les actionnaires. Et on en arrive à la fin à vous, Monsieur Rocher, qui êtes, si je ne me trompe pas, ou en tout cas si j'en crois Challenge, la 156e fortune française. Vous pesez quasiment 1 milliard d'euros. Alors, c'est le premier vertige que je partage. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui pensaient encore que le social, le médico-social, la petite enfance était un secteur qui était préservé des fortes inégalités qui existent dans notre société. Et malheureusement, nous avons la démonstration que non, parce qu'entre une travailleuse au SMIC et un milliardaire, l'écart est évidemment conséquent. Et le deuxième vertige qui m'a pris, c'est quand, Monsieur Rocher, je vous ai entendu très posément, et avec d'ailleurs des très bons arguments rationnels, expliquer finalement ce qu'allait être la politique publique de création de places en crèche en France pour les prochaines années, parce que vous êtes revenu sur cet objectif de 200 000 créations de places. À juste titre, vous avez raison, c'est le gouvernement qui a annoncé, qui s'est engagé à ouvrir 200 000 places d'ici 2030. Et vous nous avez expliqué très tranquillement que vous estimez que ce sera 80% d'ouverture de places en crèche dans le secteur privé lucratif. Et je disais, vous avez des très bons arguments. Il y a déjà 4 grands groupes très forts, très implantés.
Autre très bon argument, vous expliquez à quel point dans le système actuel, les institutions publiques, elles ont plus intérêt à réserver une place dans une crèche privée plutôt qu'à ouvrir elles-mêmes une crèche publique. Donc tout ça est très, très rationnel. Mais du coup, un peu perturbant, parce que vous comprenez, nous, on auditionne les ministres la semaine prochaine, Madame Vautrin et Madame El Haïry, et on se dirait, normalement, ce serait plutôt à elles de nous expliquer quelle est la politique publique et qu'est-ce que sont ces 200 000 places qui vont être ouvertes. Et vous savez, le pire dans tout ça, c'est que je ne sais pas ce que nous diront les ministres la semaine prochaine, mais je pense que c'est vous qui avez raison. Vu comment le système est fait aujourd'hui, les ministres peuvent raconter plein de choses, mais c'est vous, en tant qu'actionnaire de ces grands groupes privés, avec le pouvoir que vous confèrent ces actions, c'est vous qui avez le plus la capacité de décider comment le secteur de la petite enfance va se développer. Donc, ça va être ma première question. Alors, vous êtes évidemment président de ce grand fonds d'investissement, vous êtes actionnaire, mais en tant que citoyen, est-ce que ça ne vous interroge pas les deux sujets que j'ai évoqués, les écarts de rémunération de patrimoine que moi je trouve délirant dans ce secteur de la petite enfance, et le fait que ce soit un acteur privé comme vous qui ait autant d'influence, autant de poids dans ce qui devrait relever d'une politique publique et qui devrait être décidé par des gens élus. Merci. Avant de vous céder la parole, Monsieur Rocha, parce que Monsieur Martinet fait de la publicité avant qu'on ait communiqué sur les dates des ministres. Effectivement, on les auditionnera, mais alors on finira par eux et a priori les échanges avec les cabinets ministériels font qu'on sera plutôt sur le 30 avril, qui est l'exception aux auditions qu'on aura la semaine prochaine. On en aura un certain nombre la semaine prochaine, mais les ministres en poste actuellement, ce sera après les ministres passés, puisqu'on en a un certain nombre à auditionner la semaine prochaine. Monsieur Rocha, je vous laisse répondre au vertige exprimé par William Martinet. Merci, monsieur le député, pour vos questions. La première chose, les rémunérations. Je crois en avoir parlé. D'abord, encore une fois, les rémunérations, je ne me réjouis pas que les rémunérations des puéricultrices soient au niveau où elles sont. Comme je l'ai indiqué, compte tenu du modèle économique, puisque ça c'est aussi l'objet de cette commission, le modèle économique est tel que les rémunérations plus importantes ne peuvent pas venir des opérateurs privés, donc elles doivent venir des pouvoirs publics. C'est un choix de société. Ça s'applique à d'autres secteurs. Je prends un exemple, par exemple, qui est le secteur de l'enseignement. Vous savez qu'il y a pas mal de spécialités qui ont beaucoup de mal à recruter. Ça s'applique aussi aux infirmières. On en sait quelque chose. Vous avez aujourd'hui un taux, vous avez sans doute, mais très très élevé d'absence de lits vides dans les hôpitaux, faute de personnel soignant, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, qui ont du mal à recruter. Donc oui, je suis comme vous, en tant que citoyen, je pense que des gens qui font un travail aussi remarquable, aussi utile à la collectivité, je pense mériteraient d'être davantage mieux payés. Ça, c'est une évidence. Deuxièmement, concernant ma fortune, bon, je vous dirais la chose suivante. Je suis un entrepreneur, j'ai pris des risques, j'ai créé quelque chose en 17 ans dont je suis très fier, et très honnêtement, je n'ai pas à rougir de la façon dont je l'ai fait. J'ai des principes éthiques qui sont très forts, j'ai beaucoup d'activités personnelles et qui resteront personnelles que je ne mets pas sur la place publique, mais je suis très, très fier de ce que j'ai pu constituer, et il se trouve que ce que j'ai constitué a permis de créer une fortune. Fortune qui pour moi suppose un usage. Et donc j'ai une très grande réflexion sur ce thème-là, et croyez-moi, je ne suis pas du tout du genre à rester à la plage sans rien faire. Ce n'est pas du tout mon mode de fonctionnement. Troisièmement, les places. Alors je vais extrêmement clair, je ne suis pas ministre de la famille, je n'ai pas de scoop. Vous me prêtez une influence que je n'ai pas. Les chiffres dont je parle sont des chiffres effectivement qui ont été évoqués par le gouvernement, qui reflètent des besoins de création de crèches. Simplement, pourquoi et je fais cette déclaration que le secteur privé serait une solution importante pour créer de nouvelles places. Pour plusieurs choses. La première d'abord,
c'est que le modèle économique est un modèle qui fonctionne, en ce sens que c'est préférable pour des pouvoirs publics, des mairies par exemple, d'avoir accès à réserver des lits opérés par des crèches. C'est beaucoup plus facile et plus rapide à faire plutôt que de prendre le risque de faire des travaux qui coûtent très cher, de recruter du personnel en CDI, ça prend beaucoup du temps, c'est long, et bien sûr de gérer, ce qui est un des problèmes endémiques du secteur, c'est un turnover, c'est-à-dire un taux de rotation important du personnel. Donc tout naturellement, les opérateurs privés sont plus rapides, plus agiles, ils ont les capitaux et ils ont la plateforme, et je l'espère en tout cas pour les meilleurs d'entre eux, ont l'excellence d'exploitation qui permet effectivement d'offrir des prestations aux enfants dans de bonnes qualités d'accueil au sens plus large. Donc il n'y a pas de scoop. On s'ajustera en ce qui nous concerne à ce que sera l'évolution réglementaire, les décisions qui sont prises par le gouvernement. C'est sa responsabilité souveraine. Mais en tout cas, nous sommes là, nous avons des capitaux prêts à investir et à participer à cet effort en tant que citoyen, je pense très important. Monsieur Martinet. Merci pour cette réponse. Je me permets d'abord de rebondir sur la question de la rémunération. Je partage une chose avec vous. Il y a une responsabilité de la puissance publique sur la rémunération de ces professionnels. Et d'ailleurs, comme vous le savez, je suis moi-même un député d'opposition qui a l'occasion d'interpeller le gouvernement et la majorité présidentielle régulièrement sur ce sujet. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il ne faut pas non plus vous dédouaner de votre responsabilité en tant qu'actionnaire de ces groupes de crèches privées, puisque les données que nous avons à notre disposition montrent deux choses. De un, les places dans les crèches privées lucratives sont celles qui sont les plus subventionnées par les pouvoirs publics. L'IGAS nous l'a encore montré cette semaine. Et de deux, les salaires des professionnels dans les crèches privées lucratives sont inférieurs en moyenne aux salaires dans les crèches associatives ou dans les crèches publiques. Donc, si on fait cette équation finalement assez simple, plus de subventions publiques, moins de salaires, il y a bien de l'argent qui va quelque part. Et je suppose que cet argent qui va quelque part, il est sans doute lié à la rémunération des actionnaires de ces grands groupes, même si j'ai bien compris que ce n'est pas une rémunération par la remontée des dividendes, mais que c'est une rémunération par la croissance. On a eu un cours très pédagogique tout à l'heure par un de vos collègues de fonds d'investissement qui nous a bien montré la différence entre les valeurs de rendement et les valeurs de croissance. Et on a bien compris que Babylou, pour vous, c'était une valeur de croissance. Mais du coup, alors vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, de rebondir là-dessus. Mais peut-être, j'enchaîne tout de suite pour essayer d'être efficace, Monsieur le Président, sur les questions un peu précises et un peu techniques que nous avons à vous poser sur votre investissement au sein de Babylou. Alors, je ne vais peut-être pas toutes les faire en même temps, mais quelques-unes. Nous sommes d'accord que votre investissement est sous la forme d'un LBO, donc rachat par effet levier. Donc vous avez créé une holding, cette holding s'est endettée. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle hauteur cette holding s'est endettée pour ensuite acheter les actions de Babylou? Et pouvez-vous nous dire, alors si j'ai bien compris les termes, ce n'est pas les engagements que vous avez pris auprès des souscripteurs des fonds, mais des attentes, je crois que c'est ça le mot dans votre secteur. Si je ne me trompe pas, on parle en TRI, en taux de rendement interne, ou TRI, je ne sais pas, vous savez, mais je ne suis pas... C'est TRI, merci Monsieur le Président. C'est les cours de finance de marché. De m'aider. Donc pouvez-vous me dire quelle est l'attente en termes de TRI pour cet investissement au sein de Babylou? Voilà, j'en ai encore d'autres, des questions précises, mais pour ne pas vous noyer, est-ce que vous pouvez nous répondre à ça, s'il vous plaît? Allez-y, Monsieur Rocher. Vous Merci, n'êtes pas obligé de nous faire une explication sur le TRI pendant 10 minutes. Hein. Allez, droit au but. Okay, merci, Monsieur le député. Concernant les rémunérations, les salaires dans les crèches privées qui seraient inférieurs à celles du secteur public ou associatif, alors là, très honnêtement, il faut qu'on revienne vers vous, parce que je suis trop loin du micro. Non, j'écoute votre réponse. Je pense qu'il faut revenir vers vous parce que je suis surpris, mais on va vérifier. Ce que je sais, c'est que vu la marge qu'on fait, je pense qu'il est très compliqué d'avoir des rémunérations qui soient sensiblement différenciées. Mais enfin, on va creuser ça. L'attente de rentabilité. Alors l'attente, encore une fois, vous avez parfaitement raison, Monsieur le député. Nous faisons des investissements pour croître en fait des sociétés, pour développer l'activité et donc créer de la valeur pour ces investisseurs, hein, qui sont en fait principalement des
des fonds de pension, des caisses de retraite, des compagnies d'assurance vie. L'attente, c'est à peu près, en moyenne, sur un fonds, à peu près 2 fois. Si on nous confie 100 €, c'est l'idée qu'on puisse vendre 200 € quand l'activité, qui donc tout naturellement doit avoir cru entre-temps. Et elle croît par le talent de l'équipe de management. Elle croît aussi par le dialogue que nous avons avec eux et les capitaux qu'on va apporter pour permettre de développer les sociétés. Ça, c'est l'espérance de création de valeur Voilà. à la revente, mais l'effet de levier demandé par notre collègue... Alors, franchement, on est sur des durées de détention qui vont typiquement être entre 5 ans et 10 ans, pour simplifier. Donc, ça varie au cas par cas. On a investi dans des gares italiennes, par exemple, où on gère effectivement tous les espaces commerciaux des gares italiennes, des 14 plus grandes gares italiennes. Et je vous invite à aller à Rome, à Termini, vous verrez le travail qui a été fait, qui est considérable. C'est pas dans le périmètre de la commission. Non, mais je sais bien, et vous verrez le travail qui est fait. Là, on a eu une société qui a été interrompue complètement. 95% du trafic a été, même 99% du trafic pendant le confinement a été interrompu. Bon, évidemment, on va la garder beaucoup plus longtemps, c'est tout. Mais on vise à peu près 2 fois, ça varie entre 5 ans et puis 10 ans, voilà, pour simplifier. Pour le LBO, ce n'est pas un LBO, mais je vais te laisser répondre. Madame Schöchling. Alors, merci Monsieur le député pour la question. Effectivement, ce n'est pas un LBO classique que nous avons effectué lorsque nous avons racheté des parts dans Babylou avec des fonds propres et sans dette additionnelle. Et comme M. Rocher l'avait... non, il n'avait pas évoqué, pardon, le dette... Vous avez acheté vous n'avez pas créé de holding, vous avez acheté des actions de la société, enfin du groupe Babylou Monde, Ouais. si j'ai bien retenu les différentes sociétés. Babylou Family. Babylou Family. Et ce Babylou Family est lui-même endetté. C'est ça. Et Babylou Family, au moment de notre acquisition, a été endetté à la hauteur de 512 millions. Et cette dette-là est restée en place. Ah, et donc en fait, vous l'avez acheté à 500. Nous avons payé initialement 470 millions Oui. pour Puis 52 millions. 120. Et au moment de l'acquisition, il y avait 512 millions de dettes. Ouais, donc Voilà, ça faisait ça, quasiment un effet 50%. Ouais. En fait, oui, mais Ouais. sur une base 100%, c'est Ouais. plutôt un tiers, 2 tiers. Ben non. Vous 470 êtes pas d'accord. et 512. Ah oui, pardon. Oui, pour ça les c'est pour notre participation. Pardon. Vous n'avez pas le micro, monsieur Rocher, donc ça ne sera pas Non, entendu, alors même si, c'est pour 52 un talent. millions. Pardon, pour 52%, nous avons payé 470 millions. Oui, D'accord. on a compris. Mais la dette, sur la base de 100%, c'était 512 millions. Donc si vous regardez les fonds propres total, en comparaison avec la dette, il y a beaucoup plus de fonds propres que de dettes. Ah oui, d'accord, j'ai Ouais. compris. Ouais. Vous avez acheté 52% d'un Ouais. total qui fait 100 en fonds propres. Ouais. Et à côté de ça, il y avait une dette de 512 millions, c'est ça? C'est ça. Et Ouais. en toute transparence, il y avait 2 augmentations de capital pour financer la croissance après notre entrée, donc les dernières depuis novembre 2020. Et nous avons financé cette croissance avec des fonds propres et avec la dette. Donc en fonds propres, on a encore rajouté 120 millions qui ont servi à financer la croissance. Je me permets, monsieur Martinet, le fait que vous n'ayez pas fait appel à un effet de levier dette externe, c'est pour ça que vous êtes moins pressé à 7 ans, mais que vous pouvez aller jusqu'à 12 ans? Pardon, je clarifie, la croissance qu'on a financée, on l'a financée avec les fonds propres, 120 millions, et avec 300 millions de dettes. Donc aujourd'hui, pour la totalité, on a mis 590 millions de fonds propres dans la société qui porte 809 millions de dettes. Encore une fois, les 590 Il n'y a pas eu de holding, et en fait, c'est Non. la société Babylou Family Ouais, qui a fait 300 millions de dettes en plus. pour la croissance externe. Monsieur Martinet.
Il faut que vous éteigniez le micro, Madame Schöchling. Monsieur Martinet, vous avez la parole. Merci, c'est très clair et ça nous aide à comprendre. Donc, continuons à creuser le sujet. Est-ce qu'on peut parler des souscripteurs? Donc, vous avez dit, monsieur, qu'il s'agissait principalement de fonds de pension, assurance vie et autres. Alors, est-ce que vous pouvez être juste un peu précis? Quel est le véhicule juridique dans lequel ces souscripteurs ont investi? Est-ce que là-dedans, il y a seulement Babylou ou est-ce qu'il y a d'autres sociétés? Et je reviens sur les attentes. Parce que là, vous nous dites le but, c'est de doubler. On ne sait pas si c'est 5 ans, 10 ans. Mais j'imagine que quand les souscripteurs sont rentrés, il y a quelque chose qui leur a été dit. Donc voilà, je veux savoir quelle était l'attente qui a été annoncée aux souscripteurs. Excusez-moi, je m'y perds un peu dans les mots, vous aurez compris, je ne suis pas du secteur de la finance, mais j'espère que vous aurez compris ma question. Oui. D'ailleurs, je me demande si en matière financière, c'est comme en politique, les promesses ne tiennent que ceux qui... Mais je ne crois pas qu'en finance, ça soit comme en politique. Allez-y, monsieur Hocher. Merci, monsieur le député, monsieur le président. Alors, tout d'abord, les souscripteurs. Je cherche à avoir des chiffres précis de répartition que je ne trouve pas, mais on va les trouver. Mais de tête. Oui, Sinon. alors bon, donc c'est quasiment à 100% d'investisseurs institutionnels. Ça, c'est une chose importante. On ne gère pas de... Est-ce que vous pouvez les donner précisément? Qu'est-ce que c'est investisseur institutionnel? C'est la question de monsieur Martinet. Investisseurs institutionnels, c'est plusieurs catégories. Ce sont des compagnies d'assurance vie, des caisses de retraite. Ce sont des gestionnaires d'actifs. Par exemple, BNP Paribas peut investir pour le compte de clients de BNP Paribas qui veulent avoir été exposés à notre activité. Ça peut être des fonds souverains, y compris français d'ailleurs. Je pense à la Caisse des dépôts, qui est également un investisseur chez nous. À quelle hauteur? Pour des montants qui ne sont pas des montants considérables, mais ce sont des gens qui ont eu un rôle très important d'amorçage il y a 17 ans pour jouer, je dirais, animer la place de Paris. À l'époque, il y avait très très peu d'investisseurs qui étaient là, et donc la Caisse des dépôts a investi traditionnellement dans des sociétés de gestion pour y avoir un levier important. Il y avait peu de zinzin, quoi. Voilà. Et la faiblesse... alors, deuxièmement, voilà un peu les grandes catégories. Les caisses de retraite représentent à peu près la moitié. Donc, en fait, on gère l'épargne, j'espère que je ne suis pas trop loin, on gère l'épargne de gens qui sont des gens, en fait, tout à fait modestes. Et si je devais me porter volontaire pour pencher devant une nouvelle commission d'enquête, ça serait pour militer en faveur du renforcement des plans des plans de pension, de retraite en France, parce que c'est une des grosses faiblesses. C'est pas vous qui lancez les commissions d'enquête ou les missions d'information. Mais déjà, si vous pouviez répondre aux questions de monsieur Martinet. Je l'ai dit, donc 50% à peu près des fonds de pension, assureurs vie 20%. Ensuite, on a des gestionnaires d'actifs et du fonds pour le reste. Donc, c'est des gens qui sont des gens de première qualité. Alors ensuite, en termes de répartition par pays, 20% à peu près des investisseurs sont français. Et le reste est extrêmement, je dirais, réparti dans un très grand nombre de pays. L'Europe est très importante, l'Europe du Nord, l'Allemagne, le Canada, États-Unis, enfin bon, toute une sorte de géographie très très variée. La question sur le véhicule posée par M. Martinet, quel est le véhicule et quelle est la part? Est-ce qu'il y a d'autres choses que Babylou? Il faut que vous coupiez votre micro, M. Hocher, pour laisser la parole à Mme Schöchling. Alors, Babylou est situé dans le fonds numéro 4 de Antin, et cet fonds détient également 6 autres actifs, mais ils sont tous des actifs séparés. Et donc, la logique d'un fonds, c'est on investit un fonds qui est diversifié, donc dans des secteurs différents et dans des pays différents, parce que voilà, la diversification, c'est la bonne gestion financière. Les 6 autres actifs ont le même horizon temporel?
flou entre 5 Alors, et 10 ans. on est toujours, j'ai envie de dire, on est toujours sur le même horizon. Après, voilà, des fois, on est plus rapide, des fois, on est moins rapide, comme M. Rocher l'a pu évoquer, on le sait après fait. Mais enfin, Et, si on savait au début, ça auprès serait des très bien. zinzins, vous leur avez promis quel horizon temporel? Il y a une promesse, il n'y a pas de Alors, promesse? juste pour être très clair, c'est un fonds de 10 ans plus 2 ans de possibilité d'extension. Et on a 5 ans pour l'investir. Donc, c'est-à-dire les premiers 5 ans, on investit le fonds. Et après, on s'occupe de nos sociétés en gestion. On soutient de leur croissance. Et après, Top départ 2020? trouve quelle date Du top départ, parce que est-ce que Babilo est intervenu dans les 5 premières années au tout début? Oui, ou à la... oui, bien sûr. Plutôt au début. Oui, c'était au début, assez au début. D'accord. Voilà. Donc vous pouvez être là jusqu'à 2032. Ouais, à peu près, ou 31. 31. 31, toi, enfin... Et la part de Babylou, si je me rappelle les questions de M. Martinet, dans ce fonds numéro 4. Alors, je peux vous dire précisément, c'est 12, c'est 11 à 12% à peu près. M. Martinet. Il faut que vous éteigniez le micro, Madame Chauchelin. Merci. Alors j'insiste sur les attentes. Alors sauf s'il y a quelque chose que j'ai pas du tout compris dans le système, mais les gens qui ont souscrit au fonds, il y a bien une attente en termes de rendement. Ils n'ont pas, même si ces acteurs institutionnels, ils n'ont pas mis de l'argent en se disant on ne sait pas combien ça va rapporter. Il y a eu quelque chose quand même. Monsieur Rocher. Alors, encore une fois, oui, bien sûr, il y a des attentes. Ce ne sont pas des engagements de notre part, hein, j'insiste beaucoup là-dessus. On communique sur le fait qu'on a une approche qui s'appelle une approche dite value add, c'est-à-dire valeur ajoutée. On crée de la valeur en développant les sociétés. Donc, et on vise effectivement un doublement de la mise qui peut être plus ou moins rapide et qui peut donc se traduire par des TRI, pour reprendre votre expression, qui sont plus ou moins élevés selon qu'on va atteindre notre objectif de doublement plus ou moins rapidement. Mais voilà, enfin, une fois que j'ai dit ça, c'est une simple indication. Les investisseurs, ce qu'ils voient, c'est on investit dans un actif, on va le développer, et quand on va relever un nouveau fonds, ils vont décider de réinvestir dans le fonds suivant ou pas en fonction de notre performance. On est en train en ce moment de lever un fonds de 10 milliards. On est presque arrivé à cette levée de fonds. Très clairement, les gens vont considérer la rentabilité qu'on a pu avoir jusqu'à présent et se dire est-ce qu'on est des bons investisseurs pour, encore une fois, des gens qui gèrent les épargnes des retraités ou pas. Voilà. Tu veux dire. Et juste pour clarifier, c'est un cible pour le fonds dans sa totalité. Monsieur Martinet. Alors j'ai quand même un sentiment qu'on tourne un peu autour du pot, parce que j'entends tout ce que vous dites, mais encore une fois, j'imagine qu'il y a une attente en termes de TRI pour les souscripteurs de ce fonds. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette attente? Ou alors, si j'ai bien compris tout à l'heure, vous nous disiez ils s'attendent à ce qu'on fasse aussi bien sur ce fonds-là que ce qu'on fait d'habitude. Mais voilà, encore une fois, sauf s'il y a vraiment un truc que j'ai pas compris sur comment marche la souscription dans un fonds d'investissement, il y a un niveau d'attente et on aimerait bien l'avoir pour ce fonds. Et j'imagine, pour compléter, si vous me le permettez, Monsieur Martinet, c'est qu'en fait, en fonction de la durée, parce qu'on a un rendement annuel, mais comme il n'y a pas de dividende, et c'est pas comme les coupons et dans le calcul de la valeur, là vous avez une valeur in fine, si j'ai bien compris, et comme si vous êtes sur un fonds de long terme, 10 plus 1 plus 1, forcément, on est sur une équation qui est différente que si c'était un fonds 5 plus 1 plus 1, sans entrer dans la technique. Et donc là, très concrètement, sur les zinzins, il y a formellement une forme de promesse un peu d'atterrissage. Allez-y, Monsieur Rocher. Alors, pour répondre un peu plus précisément à votre question, Monsieur le député, on vise un TRI, encore une fois, c'est un TRI d'attente, qui est de l'ordre de 15%. Ce TRI... Sur les 10 plus 2. Sur tout un fonds Oui. d'investissement. Tout le fonds d'investissement, donc en l'occurrence pour ce fonds-là, c'est investissement différent. Quand on regarde la rentabilité, bien sûr, les investissements
offrent des perspectives de rentabilité qui sont très très différentes. Et puis on peut avoir des événements comme on l'a vu avec le confinement qui vont avoir un impact très négatif sur la rentabilité. C'est comme ça. Les investisseurs savent parfaitement ce que c'est. Enfin, il n'y a pas de surprise de se dire que les actifs qui étaient exposés au confinement ont souffert du confinement. Tout le monde est capable de comprendre ce genre de choses. Donc, on a une rentabilité qui est sur l'ensemble d'un fonds et on vise à peu près à faire 2 fois et je dirais à peu près 15%. Voilà un peu l'attente que l'on a. Mais encore une fois, j'insiste beaucoup dans le cas de la petite enfance, pas de réduction de coûts, c'est la croissance. Donc il faut être extrêmement clair. Et pas de dividendes, comme vous l'avez très justement dit, monsieur le Président. Monsieur Martinet. Merci, c'était important d'avoir cet élément. Parce qu'une rentabilité de 15%, c'est un chiffre qui est pas négligeable et dont chacun peut imaginer les conséquences qu'il a sur l'entreprise dans laquelle l'investissement a été fait. Du coup, si je continue sur ce sujet, alors je crois comprendre que dans les fonds d'investissement, il y a une logique assez répandue qui est que en cas de surprofit, c'est-à-dire d'une rentabilité supérieure aux attentes, une partie des gestionnaires du fonds y sont intéressés. Et du coup, alors j'ai appelé ça une prime avec le précédent fonds d'investissement et ils m'ont grondé en disant que c'était absolument pas le mot, mais en tout cas que cela rassure une rémunération supplémentaire. Donc pouvez-vous me dire si sur ce fonds numéro 4, il existe bien ce mécanisme, à partir de quel niveau de rentabilité on est vraiment dans une surrentabilité et que ça permet un partage de la valeur supplémentaire entre les souscripteurs du fonds et les gestionnaires de ce fonds. Voilà. Et n'hésitez pas à me corriger s'il y a quelque chose que j'ai... Qui répond, monsieur Rocher? Allez-y. Alors, d'abord, la notion de surprofit n'a pas de sens pour nous. Il y a des profits où il n'y a pas de profit, où il y a des pertes. D'ailleurs, on peut très bien perdre tout l'investissement qu'on a fait. Je rappelle qu'on est dans des activités d'investissement en fonds propres qui sont par nature très risquées. Bon, on ne gagne pas à chaque fois, hein, je me permets de le souligner. Donc, c'est ce qui existe dans notre industrie, et ça existe dans le monde entier, c'est qu'il y a un partage de la création de valeur, un partage de la création de valeur lié au développement de la société. J'insiste beaucoup là-dessus, ce développement ne se fait pas sur le dos des salariés. Je peux juste le dire. C'est pas comme si on allait dire on va réduire les salaires, réduire les coûts pour gagner plus. Je dirais de façon un peu imagée, le coup de rabot n'est pas une stratégie. Le coup de rabot, on peut parfois être amené à faire des économies. Je vois que M. le Président a un sourire. On peut être amené à faire parfois des économies. Mais fondamentalement, notre façon de créer de la richesse, ce n'est pas de couper les coûts. Voilà. On développe la société. Voilà. Et on la développe, en l'occurrence, en France, dans d'autres pays, etc. Donc, alors, cette croissance, elle va donc se traduire par le fait que le produit de la vente va être supérieur au prix à l'argent que nous avons investi en fonds propres, avec donc un risque important. On ne gagne pas à tous les coups, et de très très loin. Mais on vise, comme je l'ai dit, globalement, de multiplier par 2 la valeur, ce qui veut dire que si tout se passe bien, toute chose étant égale par ailleurs, on aura réussi à développer à peu près doubler la taille au sens global, si vous voulez, de Babylou, si je parle de Babylou, et si on réussit à faire ça un bon investissement. Donc c'est la croissance. Alors je sais que c'est compliqué parce que beaucoup de gens se disent maintenant il y a des vases communicants, à qui on prend? Non, on croit simplement, on crée des crèches, on crée des places, tout naturellement vous allez avoir une activité qui va être plus importante. Monsieur Martinet, vous avez encore des questions? Oui, j'ai encore des questions parce que je ne crois pas avoir eu la réponse justement à ma question précédente. Alors c'est vrai que tout ça est un peu compliqué, mais si on s'y met tranquillement, on va réussir à... En gros, est-ce que vos associés... Enfin, est-ce que par exemple les associés... Si je peux même préciser la question pour aider à avancer. Donc, je parle d'intéressement des gestionnaires du fonds. Et ce qui est important, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'échange que vous avez entre actionnaires et le management de Babylou. Comment vous dites qu'il y a discussion, négociation sur le projet, et c'est bien normal parce qu'en tant qu'actionnaire, vous le validez. Moi, ça m'intéresse de savoir ceux qui valident le projet de Babylou
pour vous, au nom de Antin Infrastructure Partners, ces personnes-là, dans quelle mesure ils sont intéressés aux résultats de ce fonds d'investissement. Voilà, vous comprenez, il y a une corrélation entre les deux, des gens qui décident une stratégie d'entreprise et des gens qui ont une rémunération plus ou moins importante en fonction de, au bout de 10 ou 12 ans, quelle a été la croissance de l'entreprise. Il y a un lien entre les deux, donc j'aimerais bien que vous nous disiez voilà, comment fonctionne ce mécanisme d'intéressement. Monsieur Rocher, Madame Schöchling. Madame Schöchling, Ouais. vous faites partie des 3 qui siègent. Alors, déjà, je tiens à dire que ce n'est pas un bonus. Il y a des employés de Antin qui ont la possibilité d'investir dans nos fonds. D'accord ? Donc, ce n'est pas un bonus qu'on reçoit en fonction d'être un employeur. C'est un investissement à risque qui est effectué par des salariés d'Antin. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cet investissement chez Antin n'est pas lié à une société particulière, mais c'est lié à un fonds. D'accord ? Donc, dans le cas du fonds 4, c'est lié voilà, aux 7 sociétés qui sont incluses dans ce fonds. Donc, ça, c'est le deuxième point. Est-ce que En fait, par exemple, vous êtes concrètement, il y en a 3 qui sont dans la gouvernance, si j'ai bien suivi. Oui, pardon. Enfin, qui sont alors, au conseil. Les décisions qui sont prises en ce qui concerne les investissements du fonds, donc il inclut des investissements des fonds propres dans Babylou, ils sont pris au niveau du comité d'investissement Antin, qui est compris du PDG, bien évidemment, et des managing partners de la société. Il y en a 8 membres dans ce comité. Voilà, ça c'est les associés gérants. C'est les associés gérants, voilà, de Antin. Et en fait, la question derrière, c'est vous êtes, puisque j'ai compris, si je me rappelle bien, l'audition des 2 cofondateurs, qui sont toujours à la présidence de l'ensemble. Eux-mêmes font du conseil pour la structure, ont une rémunération de cette qualité. Vous qui siégez dans le conseil, est-ce qu'il y a une rémunération à ce titre-là ? Et à la fin, quand il y aura la revente du fonds quand il y aura la revente des parts d'Antin de Babylou, est-ce que si vous avez eu un rendement, je dirais, supérieur à 15%, vous aurez une prime par rapport à ça ? Il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de prime ? Allez-y. Non, il n'y a pas de... Alors, sur les 8 membres du comité d'investissement chez Antin, il y a une seule qui est sur le conseil de surveillance d'Antin, c'est moi. De Babylou. De Babylou, pardon. C'est moi, les 7 autres, ils ne sont pas sur le conseil de surveillance de Babylou. En ce qui concerne la vente de Babylou, moi, à titre personnel, je ne reçois pas de bonus pour cette vente. Encore une fois, le schéma qu'avait pu évoquer monsieur le député, c'est un schéma qui est lié à la totalité des fonds et non à un investissement particulier. Et je me permets de dire, dans le cas échéant, si par exemple l'investissement dans Babylou marche très très bien pour nous, alors que les autres non, et le fonds n'arrive pas à avoir une bonne performance, la rentabilité de cet investissement, elle sera 0. Monsieur Martinet, est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, du coup, pour être sûr que j'ai bien compris, je vais essayer de reformuler. Je veux bien que vous me disiez si je dis vrai ou faux. Donc, en tant qu'associé gérant, vous avez une participation à ce fonds numéro 4. Et donc, nous sommes d'accord que si le TRI, c'est-à-dire la croissance des sociétés dans ce fonds, notamment Babylou, donc si ce TRI est élevé, ça va à titre personnel, augmenter votre rémunération. Et à l'inverse, s'il y a un mauvais TRI de ces sociétés, à titre personnel, ça va baisser votre rémunération. Et que, en tant qu'associé gérant, excusez-moi, comme j'essaye de synthétiser, c'est vrai que c'est un peu long, mais et que, en tant qu'associé gérant, vous avez à valider ou non la stratégie du groupe Babylou qui vous est présentée par le PDG. Est-ce que ce que je viens de dire est juste ou pas ? Madame Schöchling. Alors presque, puisque ce n'est pas un intéressement, c'est un investissement qui aurait été effectué. C'est comme, je pourrais acheter des actions dans, je sais pas, Total, peut-être pas Total, mais
dans une société cotée qui me rémunère aussi si elle marche bien. Donc ce n'est pas un intéressement, c'est un investissement. Et certains employés de Antin qui sont sur le côté investissement ont le droit d'effectuer ces investissements. Voilà, donc je me permets juste de rajouter ça. En ce qui me concerne la stratégie, je suis pas toute seule, quand même sur le board de Babylou. Vous avez entendu, il y a les fondateurs qui sont les coprésidents du conseil de surveillance. Je suis avec deux autres membres de l'équipe Antin. Sur le conseil de surveillance, il y a un membre indépendant ainsi qu'un représentant de notre fonds qui est sur le board. Donc c'est quand même un conseil de surveillance qui consiste de plusieurs personnes. Monsieur Martinet. Alors tout ça est très clair et du coup ma dernière question, vu votre position d'associé gérant et de tout ce qu'on vient d'expliquer, quand par exemple vous entendez, parce que vous avez peut-être lu l'enquête journalistique B-Business, quand vous entendez des directrices de crèche du groupe Babylou qui disent le problème de Babylou, c'est qu'on ouvre d'abord et on voit ensuite si on arrive à trouver les personnels. Et avec du coup toutes les difficultés que ça provoque dans la gestion de la crèche. Donc quand vous entendez ça, qui est plutôt un signe qu'il y a une croissance très forte et trop forte, et que de l'autre côté, vous avez un intérêt en tant qu'actionnaire, parce que c'est la croissance qui fait votre rémunération, comment vous, personnellement, au moment où vous êtes là pour faire les arbitrages, comment vous arbitrez entre les deux ? Trop de croissance qui met en difficulté l'entreprise. En même temps, il y a ma rémunération derrière qui est déterminée par la croissance. Comment vous faites dans cette situation qui, j'imagine, personnellement, est difficile ? Qui répond ? Oui. C'est moi, Monsieur Rocher. Mais vous pouvez pas parce que Madame Schauchelin a appuyé sur le bouton. Allez-y, Monsieur Rocher. Monsieur le député, alors pour ces questions-là, je ne crois pas qu'il y ait de conflit. La première chose, c'est Parlez plus proche du micro pour que ça soit au contrôle. C'est que je suis un petit peu grand et le micro est bas. Ouais. Il n'y a pas de conflit, en ce sens que quand on ouvre une crèche, on cherche à être, et on est extrêmement vigilant là-dessus, à être conforme aux règles d'encadrement qui sont légales, qui sont réglementaires. Et donc, il n'est pas question d'ouvrir une crèche en se disant c'est super, on verra après comment on fait pour recruter du personnel. Donc, on ne va pas mettre une pression pour ouvrir des crèches qui vont rester vides parce qu'il n'y a pas de personnel. Et on ne va jamais prendre le risque non plus d'ouvrir des crèches avec un personnel insuffisant. Donc, d'abord, ça c'est le premier point. Donc, il n'y a pas de contrainte. Ben, si on n'arrive pas à trouver du personnel dans des crèches qui permettent de l'ouvrir en toute sécurité et en respect avec la réglementation, ben, on l'ouvre pas ou alors on l'ouvre plus tard. Voilà. Et puis, ce qu'on fait, comme Babylou est un groupe international, c'est que à ce moment-là, si on a des opportunités ailleurs de se développer, on le fait. Voilà. Mais alors, la pénurie de personnel, qui est un thème important du secteur, je crois, fait l'objet de pas mal de réflexions. Moi, j'étais très sensible à ce qui a été dit, je crois, par Jean-Manuel Rodokanaki, ici même. Il y a des possibilités, par François Forestier, je crois, il y a des possibilités qui consistent à effectivement requalifier du personnel avec une formation appropriée pour leur permettre effectivement, à partir d'un CAP, de se développer en catégorie 1 de personnel. Donc il y a des pistes, mais clairement, on ne va jamais dans une situation où on va pousser une croissance alors qu'il n'y a pas les personnels pour s'occuper des enfants. Madame Schauchelin, vous vouliez répondre parce que c'est vous qui siégez et qui est des deux côtés. Alors bien évidemment, je confirme ce que dit Monsieur Rocher. Je pense qu'il faut rester. Il y a plusieurs aspects. Déjà, vous n'aurez pas une crèche du jour au lendemain. C'est quand même un projet qui prend du temps à trouver de l'immobilier, à l'aménager, à avoir les autorisations. Enfin, c'est des sujets assez opérationnels. Voilà. Et après, il faut trouver le personnel. Bien évidemment, Babylou, en ce moment, il y a pas mal de sections qui sont fermées, mais c'est pour manque de personnel, mais c'est une drame. C'est une drame pour les familles qui ont besoin d'aller travailler. Et je pense le vrai sujet dans le marché, je me permets, c'est de réfléchir comment on peut revaloriser le personnel sur le site et comment on peut financer le secteur
mieux dans le sens large, comment on peut les éduquer mieux pour ouvrir les places dont la France a besoin et pour réfléchir le taux d'encadrement. Je pense que c'est ça les sujets. Voilà, pardon, je deviens très émotionnelle là, sur ces sujets qui me tient au cœur. Madame la rapporteure, est-ce que vous aviez une dernière question? Non, c'est bon. Moi, je me permets une dernière question, j'abuse de votre temps, mais vous avez mentionné tout à l'heure, finalement, l'enjeu capitalistique. Il y a les groupes, vous apportez des capitaux. De ce que je comprends, pour le principal frein à la puissance publique aujourd'hui, c'est de manquer de capitaux. Et donc d'une certaine manière, comme c'est pas eux qui s'endettent, collectivité locale, État en déléguant à vous, voilà. Ce qui m'étonne, c'est finalement Caisse des dépôts et consignations. On aura l'occasion d'auditionner la BPI la semaine prochaine. C'est finalement ces interactions avec le financement public. Et y compris des zinzins quasiment parapublics, parce qu'un certain nombre de caisses de retraite, vous n'avez pas donné leur nom, mais certains sont quand même beaucoup en lien avec la puissance publique. À quel moment, d'une certaine manière, ces besoins de capitaux, finalement, là où vous vous positionnez, dans le contexte actuel budgétaire du pays, vous n'y voyez pas une opportunité, puisque ça va être l'équation budgétaire pour l'État et les collectivités, ça vient nourrir d'une certaine manière le fait que vous avez la conviction ou l'espoir que 80% des créations seront plutôt portées par les groupes que vous représentez d'une certaine manière. Merci, Monsieur le Président. Je crois effectivement que le secteur privé est un levier pour les pouvoirs publics. C'est un levier de capital parce que nous avons accès à des capitaux qui viennent de très nombreuses sources et qui sont prêts à se mobiliser pour des projets de bonne qualité. Alors, concernant, je ne vais pas faire de représentation sur les missions de la Caisse des dépôts, mais vous avez une entité qui s'appelle BPI France, qui n'investit pas chez nous d'ailleurs, dont c'est le travail, effectivement, de se servir d'argent public pour faire un levier sur les créations et le développement de sociétés. On est en France. On a un modèle de fonctionnement qui est un modèle de fonctionnement mixte. Et très honnêtement, quand il y a de belles réussites, comme c'est le cas à mon avis dans les crèches, mais il faut s'en réjouir et le fêter. Je vous remercie, Madame, Monsieur, d'être venus dans notre audition. Je vous rappelle que si vous aviez des corrections à apporter sur des mots, même si vous parlez très bien français, Madame Chochelin, à apporter, vous avez l'obligation de les transmettre dans les heures qui viennent. Pardon, il y a une petite correction, ça a été dit, on est présente aujourd'hui, Pabilo serait présente en 12 pays, en fait Pabilo aujourd'hui est présente en 10 pays. Voilà. Ah oui, vous anticipez peut-être du développement. Enfin, c'est pas forcément des corrections tout de suite, mais voilà. Je vais lever la séance en donnant rendez-vous à mes collègues pour la semaine prochaine, en essayant de vous transmettre un agenda le plus tôt possible pour que vous puissiez vous organiser aux nombreuses auditions mardi, mercredi et jeudi normalement. Bonne fin de journée à tous.